Bonjour et bienvenue dans cette conférence en ligne qui porte sur le sujet suivant, des pistes pour rendre ma ferme attractive. Pour démarrer, voici si besoin quelques indications pour avoir le son et pour mettre éventuellement en plein écran. Je suis donc Annette Hureau, conseillère transmission au service installation transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et je suis ici l'animatrice de cette conférence qui va se terminer vers 14 h. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'installation transmission. Elle est organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture en collaboration avec l'ensemble du réseau Transmission Bretagne. Alors, vous pourrez poser vos questions en les envoyant par SMS à ce numéro au 06 48 98 54 60. C'est Rosemarie donc, qui pourra nous les relayer en fin de conférence. L'attractivité d'une exploitation se joue sur plusieurs aspects. Voici les sujets que nous allons traiter lors de cette webconférence. Nous allons d'abord faire un point sur le contexte pour voir qui sont les porteurs de projets qui s'installent en agriculture et qu'est-ce qu'ils recherchent comme exploitation. Ensuite, nous aborderons comment améliorer le parcellaire de son exploitation par l'échange parcellaire. Le troisième point sera consacré aux facteurs clés pour transmettre dans sa production. Et enfin, nous ferons le point sur en quoi le cédant est effectivement un acteur clé dans la réussite de sa transmission. Voici les personnes donc, qui vont avec nous traiter de ce sujet. Donc, nous avons Jean-Michel Drouin, conseiller transmission à la Chambre d'agriculture. Bonjour. Emmanuel Le Djouris, chargé d'animation territoriale à la Chambre d'agriculture. Bonjour. Sylvie Chapin, coordinatrice installation transmission à la coopérative Le Gouessant. Bonjour à tous. Christian Veillot, responsable d'équipe herbivore à la Chambre d'agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Marion Claquin, animatrice JA 29. Bonjour tout le monde. Christophe Tachez, animateur Résagri 56. Bonjour. Laurence Chaise, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture. Bonjour. Et donc Rosemarie Derrien, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture. Bonjour. Donc bonjour à vous tous. Avec un nombre d'offres d'exploitation à céder plus important que le nombre de repreneurs, nous sommes donc dans un contexte de marché déséquilibré. Une exploitation sera attractive si elle répond aux attentes des porteurs de projets, si elle permet la mise en œuvre de projets. Jean-Michel, peux-tu nous dire qui sont les porteurs de projets qui s'installent? À quoi les jeunes sont-ils attentifs dans leur choix d'exploitation à reprendre? Oui, alors rebonjour. Donc la Bretagne et plus largement le Grand Ouest sont des régions dynamiques en termes d'installation. Pour la Bretagne, 75% bénéficient des aides à l'installation, ce qui représente à peu près 482 installations en moyenne sur les 3 dernières années, y compris 2021. En visualisant la carte, on constate une multitude de productions. La production laitière est dominante dans tous les départements, surtout en Ille-et-Vilaine. Nous constatons également de nombreuses installations en maraîchage, vergers, horticulture, légumes plein champ, notamment en Côte d'Armor, Finistère et Morbihan. À droite de cette diapositive, quelques critères sur les profils des nouveaux installés en 2020. Ils ont 30 ans, 24% sont des femmes, le hors-cadre familial représente 38% des installations, 48% ont un BTS ou équivalent ou plus, 28% s'installent sous forme individuelle et le reste donc sous forme sociétaire avec associés ou unipersonnel. Et enfin, 32% se sont installés en agriculture biologique. Pour les agriculteurs qui nous écoutent, là, j'ai mis entre parenthèses les données des années 80-90. Et donc, on constate notamment une forte évolution des hors-cadres familiaux et de l'agriculture biologique.
Voilà, si on passe à la deuxième diapositive, donc il s'agit d'un zoom là, sur les ORCAD familiaux. Les données présentées ici proviennent du RDI, du répertoire des installations. Qu'est-ce qu'on entend par ORCAD familial, hein? Donc un peu plus des 2/3 sont des porteurs de projets non issus du milieu agricole. Il y a aussi les enfants d'agriculteurs qui s'installent ailleurs que sur l'exploitation familiale ou en association familiale. Là aussi des profils et des projets diversifiés avec un certain équilibrage entre productions. Les candidats en bovin-lait sont en ORCAD familial à 20%. Ils ont 33 ans, les femmes représentent 32%, et plus des 3/4 sont diplômés agricoles. La Bretagne est une région qui attire. 30% de nos candidats ne sont pas originaires de Bretagne. 72% nous indiquent que le projet à construire se fera en individuel, en couple ou dans le cadre d'un collectif. Mais nous avons peu de candidats qui nous indiquent souhaiter intégrer une structure sociétaire déjà existante. Et enfin, pratiquement la moitié des porteurs de projets ont un projet en agriculture biologique, 49%. Pour terminer, une attention particulière est portée sur le parcellaire de l'exploitation, l'accessibilité, la faisabilité de pouvoir faire évoluer la ferme. Que ce soit pour la reprise de ferme clé en main ou support pour une nouvelle production, ils sont attentifs au dimensionnement et au montant de reprise en fonction de leur projet, bien sûr. La présence ou non d'habitation participe également à la faisabilité de reprise. S'ajoute à cela la proximité des centres urbains pour les projets qui sont en circuit court, qui représentent à peu près 25% des projets. Voilà. Tu as évoqué que les porteurs de projets accordent de l'importance à la qualité du parcellaire. À ce propos, Emmanuel, peux-tu nous expliquer comment les échanges parcellaires peuvent être mis en œuvre pour améliorer le parcellaire d'une exploitation ? Oui, donc rebonjour à tous. Donc effectivement, un des premiers volets sur lesquels vous pouvez agir pour donner de l'attractivité à votre ferme sera de regrouper votre parcellaire. Donc effectivement, en fait, en tant que cédant, avoir un parcellaire groupé, c'est un gage de transmissibilité. Aujourd'hui, on voit à peu près que les 3/4 des candidats se positionnent prioritairement sur des exploitations au parcellaire groupé. Plus la surface accessible va être importante et plus il y aura des possibilités pour le repreneur de s'adapter et d'avoir une plus grande variété de projets possibles. Donc bien évidemment, vous en tant que cédant, ça va donner de la valeur à votre exploitation. Et pour le repreneur, avoir un parcellaire regroupé, c'est lui permettre de choisir son système de production, d'optimiser ses conditions de travail en diminuant l'astreinte par la création de chemins, de réseaux d'eau, de réduire bien évidemment ses coûts de production. Les allers-retours, ça coûte vite très cher, et de valoriser vraiment très fortement les fertilisants organiques. Donc, ce parcellaire groupé, en fait, on a la possibilité d'y travailler à partir de 2 outils. Donc, on a des échanges, si je veux bien, Annette, que tu passes la diapo. On a des échanges en jouissance et des échanges en propriété. Donc, c'est 2 types d'échanges sur lesquels on peut vous accompagner. Donc, le premier, les types d'échanges en jouissance, donc c'est ce qu'on appelle communément des échanges de culture. Donc, ça peut se faire entre locataires et ou propriétaires. Donc là, on n'a pas de modification du droit de propriété, et c'est temporaire et c'est limité à maximum la durée du bail, mais c'est reconductible. Donc on peut dire qu'on fait un échange de culture sur, on va dire, 2 ou 3 années, et c'est reconductible jusqu'à la fin du bail. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que le locataire reste responsable des clauses, des charges et des conditions du bail. Ça veut dire que avec son propriétaire avec qui il a signé le bail, même si ce n'est plus lui qui exploite la parcelle sur une durée de 2 ou 3 ans, c'est quand même lui qui va continuer à payer le fermage tous les ans à son propriétaire. Donc ça permet au propriétaire d'être rassuré sur le fait d'avoir son loyer tous les ans à la Saint-Michel.
Il y a pour le locataire en place, à partir du moment où il souhaite rentrer dans cette démarche d'échange en jouissance, de faire une lettre recommandée avec accusé de réception au propriétaire. Si ce n'est pas fait, le propriétaire peut l'amener au tribunal administratif des buts ruraux et ça peut être un motif de résiliation de bail. Donc il y a vraiment cette notion de lettre avec accusé de réception à avoir en tête. Et enfin, sur ce type d'échange en jouissance, ce qu'il faut savoir, c'est nous, on vous incite très fortement à rédiger une petite convention entre les deux locataires en place pour dire, bah voilà, on a échangé la parcelle ZX machin contre la ZD gna gna gna. Elles sont toutes les deux rattachées à ces baux-là. On fait ça pour une durée de 2 ans avec un préavis de 6 mois à partir du moment où on veut résilier. Donc ça, c'est le premier type d'échange sur lequel on peut vous accompagner. Et sinon, il y a les échanges dits en propriété, donc ce qu'on appelle échange amiable. Donc là, très généralement, c'est vraiment entre des propriétaires et ce sont des échanges qui sont définitifs et officialisés par acte notarié. Donc ce caractère pérenne est vraiment à privilégier, notamment là dans le cadre d'une transmission d'exploitation. Vous transmettez un foncier qui est garant sur la durée. Alors, à partir du moment où on parle d'acte notarié, forcément, vous entendez frais derrière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour ce type d'échange, nous avons des subventions qui sont mises en place par les conseils départementaux. Donc, sur les frais de notaire et de géomètre, des aides qui peuvent aller de 70 à 100%. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein en vous disant « oui, mais ça va nous coûter ». Non, vous allez être aidé pour le faire. Après, sur ce type d'échange en propriété, la vigilance à avoir, c'est que c'est une démarche qui prend du temps. Entre le moment où on vous accompagne pour faire le dossier d'échange et le moment où vous allez recevoir la subvention, généralement, sans essayer de cacher quoi que ce soit, il faut compter au minimum 1 an, mais c'est souvent des dossiers qui peuvent s'échelonner jusqu'à la subvention, jusqu'à 2 ans. Donc il faut avoir ce délai en tête, ça s'anticipe, voilà, c'est comme la transmission, à partir du moment où vous prenez contact avec les conseillers RDI, n'ayez pas peur, voilà. Après, plusieurs points sont à prendre en considération et quand on vous accompagne dans les dossiers, on est vigilant par rapport à ça, notamment s'il y a une MAEC sur le dossier, sur une des exploitations, donc on regarde parce que voilà, il y a des incidences sur les parcelles qui vont être échangées, donc on regarde ça, on regarde par rapport à la PAC, vous aurez la nécessité de redessiner vos îlots après échange. Les DPB, de la même façon, si c'est la même surface, vont basculer sur l'une ou l'autre exploitation, mais sinon, ça peut, s'il y a un déséquilibre, il y en a un qui peut perdre des DPB. Au niveau de l'autorisation d'exploiter, à partir du moment où on fait un échange, on est obligé de soumettre son dossier au niveau du SDREA. Pour avoir l'autorisation d'exploiter nécessaire. Au niveau des plans d'épandage, il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de perte de surface et que ça ne puisse pas avoir une incidence négative pour une des exploitations. Souvent, lors des échanges, on a des arasements de haies ou talus pour voilà, regrouper du foncier, donc avec des parcelles de 30 arts et 40 arts de part et d'autre. Le talus mitoyen peut être amené à être arasé. Donc là, si ce talus est déclaré en BCAE 7, il y aura nécessité de le compenser et de vérifier également le règlement d'urbanisme lié à la commune, savoir si le talus n'a pas été classé également. Voilà. Donc concrètement, comment on procède pour mettre tout ça en place? Donc vous connaissez votre parcellaire, donc c'est regarder avec vos voisins les plans, se mettre autour d'une table, de regarder un petit peu ce qui peut être faisable. Si vous n'avez pas le titre de propriété, c'est de faire intervenir les propriétaires rapidement pour les mettre dans la démarche. Il ne faut pas penser que forcément à partir du moment où vous êtes que locataire, ça ne peut pas se faire. Les propriétaires aussi peuvent avoir un intérêt et peuvent aussi comprendre la nécessité pour vous d'avoir un parcellaire structuré. Donc les mettre très vite dans la boucle. Ce qu'il faut savoir aussi,
il est préférable à 2. Vous pouvez faire ça pour 2. Quand vous êtes 3 ou 4 autour de la table, c'est aussi plus facile pour voir les différentes possibilités. Donc, on prend le temps de regarder les plans, de mettre en place différentes propositions, de voir ce qui est plus intéressant, parce que c'est vraiment une démarche où tout le monde doit être gagnant. Donc, vous pouvez avoir, vous, un souhait, une ambition. Il faut que les autres exploitants qui sont autour de la table retrouvent aussi un intérêt à le faire pour que ça puisse aller au bout. Donc, nous, après, dans la démarche, voilà, on peut venir vous aider à constituer le groupe à l'échelle de votre commune, de votre quartier. On regarde ce qui est possible. On élabore avec vous des dossiers d'échange potentiels. C'est la diapo suivante, Annette, merci. Et on regarde ce qui est possible de faire avec les propriétaires, les exploitants. Et on s'occupe de réaliser le compromis. Et à partir de ce compromis, on le soumet à la commission départementale d'aménagement foncier et pour que votre dossier ait un agrément pour aller chercher la subvention qui est donc à hauteur de 70 ou 100% des frais, que ce soit des frais de notaire ou des frais de géomètre. Donc là, vous voyez sur la carte, on voyait deux petites parcelles, deux petites cartes avant-après. Donc ça restructure évidemment fortement les exploitations. Ça permet de gagner en surface pâturable, etc. Donc, de toute façon, dans tous les départements, il y a des référents qui peuvent vous accompagner sur le foncier. Donc, là, vous avez 4 noms. Donc, en fonction de votre territoire, on vous orientera vers une autre personne. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on regarde ensemble ce qui est possible de faire. Et voilà, ou l'échange en jouissance ou l'échange en propriété. Mais forcément, il y a des solutions. Il faut juste se mettre autour de la table et prendre le temps de le faire. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Donc, on voulait vous présenter nos excuses pour les aspects techniques qui n'ont pas bien fonctionné au début. Merci. Merci Emmanuel. Donc, facilitant la transmission d'une exploitation dans sa production. En guise d'introduction, voici le témoignage d'un couple de cédants, monsieur et madame Herouin, qui a transmis son atelier avicole à un jeune Julien Biget. Donc cette transmission a été accompagnée par Jean-Michel Drouin de la Chambre d'agriculture. Bonjour, Élite, jeune retraité. Bonjour, Jean-François, donc 61 ans, donc ça va faire 18 mois qu'on a transmis notre exploitation à Julien. Une exploitation avicole, donc 3400 m² en poulet, avec une station de compostage. Et on a aussi 26 hectares de terre. 3 bâtiments, donc le premier 1985, le deuxième 1992, le troisième 1997. Les bâtiments, donc on a fait des transformations depuis le début. En fin de compte, 85, on a dû faire des travaux en 92 pour améliorer toutes les performances, parce que c'était un bâtiment statique à l'origine, donc on l'a passé en Colorado. Celui de 92, on l'a rénové 4-5 ans après aussi. Quand on parle rénover, c'est pas forcément rénover, c'est améliorer les choses. Donc à l'origine, en 92, on n'avait fait que 2 chaînes d'alimentation, donc on en a mis 3 après. Dans la foulée, après, on a fait le 3e bâtiment en 97. À l'époque là, on nous parlait déjà de bien-être. Donc nous, en 97, la CERUPA nous avait conseillé de mettre des fenêtres pour améliorer le bien-être animal, où on parlait du bien-être animal assez fort. 17-18, donc on a rencontré la Chambre d'agriculture et puis donc on a mis notre exploitation en vente. Et suite à ça, on s'est trouvé dans le bon tempo, parce que les bâtiments correspondaient un peu à ce qu'on nous demande aujourd'hui. Donc la mise aux normes, en fin de compte, c'était un pari, parce qu'on ne savait pas si, en mettant des fenêtres, on aurait pu transmettre plus facilement. Les jeunes qui s'installaient n'avaient pas les frais à faire, et dès aussitôt qu'il arrivait, en fin de compte, il pouvait produire et sortir un salaire, parce que pour un jeune qui s'installe, non seulement c'est déjà dur d'avoir le financement, et si en plus il prend un outil qui est pas dans les normes ou qui correspond pas un peu au marché actuel, ça va être difficile. Donc notre successeur, nous, il est arrivé donc en 2020. C'est quelqu'un de très agréable, très gentil, et qui se débrouille très bien. Ça va faire 18 mois, donc aujourd'hui on est super content, parce qu'il a des résultats qui sont équivalents aux nôtres, voire meilleurs au bout de 18 mois, donc
ça nous convient super bien. Là, le relationnel, il est super. Donc, en 2 mots, pourvu que ça dure. Après cet exemple de transmission réussie, Sylvie, peux-tu nous faire un focus sur les éléments importants qui peuvent faciliter la transmission des exploitations porcines et avicoles? Bonjour, oui. Donc nous allons poursuivre sur une présentation des facteurs clés pour mieux transmettre dans sa production avec l'exemple des filières porc et volailles. Première clé pour bien transmettre, c'est d'avoir l'outil le plus cohérent possible. Cela consiste tout d'abord à disposer de bâtiments fonctionnels et bien entretenus. Pensez aussi à assurer l'autonomie du site d'élevage en eau et en courant. Un bon degré d'autonomie en plan d'épandage est toujours un atout. Et enfin, il est important de disposer de suffisamment de foncier autour du site d'élevage pour que le repreneur puisse, si besoin, construire de nouveaux bâtiments demain. Donc en porc, il va par exemple s'agir d'avoir une chaîne de bâtiments cohérente, une conduite en bande adaptée. On peut aussi se poser la question de la FAF qui peut être une aspiration des repreneurs. En volaille de chair, pouvoir disposer d'un outil polyvalent en ayant une autorisation d'exploiter multiproduction est un plus, voire une nécessité aujourd'hui. Et donc il faut aussi concrètement avoir les équipements pour pouvoir produire du poulet, de la dinde. Deuxième diapositive, donc on va s'intéresser à la deuxième clé qui consiste à avoir de bonnes performances techniques car les résultats technico-économiques serviront aux repreneurs à déterminer la valeur de reprise de l'élevage. Il est souvent demandé aux cédants de fournir les 2 derniers bilans comptables et il faut aussi pouvoir fournir des éléments probants sur les résultats que l'on a pu avoir. En porc par exemple, vous pouvez fournir les GTE, les G3T. Pour les élevages avec naissage, il est essentiel de continuer à renouveler le cheptel, même les derniers mois, pour maintenir un troupeau de truies en forme. Et puis aussi, continuer à travailler le mieux possible pour être bien dans la grille des abatteurs, pour avoir les meilleurs résultats. En volaille, ce vont être les résultats de l'eau, par exemple, qui peuvent être présentés pour montrer quels étaient les résultats atteints sur le site d'élevage. La troisième clé, c'est d'être dans les clous avec les différentes réglementations et les cahiers des charges. Donc on va s'intéresser ici à la biosécurité, avec notamment la mise en place des SAS, la mise en place des clôtures ou des panneaux de signalisation. Le bien-être, avec par exemple l'accès à l'eau, le respect des densités d'animaux. L'environnement, qui va concerner à la fois le plan d'épandage et aussi les capacités de stockage. La réglementation bio pour ceux qui sont en bio, ça peut être par exemple le nombre de perchoirs en pondeuse ou ce genre de choses. Et on peut aussi faire le point sur les critères spécifiques aux différents cahiers des charges. Alors même si on n'a pas tout fait, au minimum, il est important de chiffrer les éventuels travaux à réaliser, ce qui nous permettra de mieux cerner la valeur de reprise. En porc, les travaux qu'on peut chiffrer, c'est la mise en place des abreuvoirs, la biosécurité, l'aménagement du quai d'embarquement. En volaille, on peut être amené à mettre en place des fenêtres et des dalles béton. Donc en poulette, par exemple, ça peut être l'aménagement d'un parcours. Quatrième clé, c'est tout ce qui va consister à améliorer les conditions de travail pour le repreneur. Pour ce faire, il est important de ranger et d'organiser l'élevage, de soigner les abords, parce que c'est la première chose qu'on voit quand on visite un site, d'avoir un local disponible sur le site d'élevage, un bureau ou quelque chose comme ça, surtout si le repreneur n'habite pas sur le site. On peut voir de quelle manière il serait possible de limiter ou de faciliter le déplacement des animaux et puis travailler sur les équipements divers. Pour le porc, donc, on peut penser au couloir, à l'amélioration du quai d'embarquement, revoir la ventilation pour bénéficier d'une meilleure ambiance dans la porcherie. On peut améliorer le matériel de lavage, investir dans des chariots pour les soins au porcelet. En volaille de chair, une attention particulière doit être portée au système de ventilation, avec par exemple la mise en place de boîtiers connectés, des systèmes de relevage, des plateaux de pesage.
Dernier point, en fait, quelle que soit sa production, pour bien préparer sa transmission, c'est nécessaire de s'informer sur l'évolution des cahiers des charges des partenaires aval en matière de bien-être, en matière d'environnement. On peut penser par exemple à HVE, au bilan carbone. Ça peut être aussi des cahiers des charges qui portent sur la génétique, sur l'alimentation ou sur les équipements. Par exemple, dernièrement, en élevage de pondeuses, il est demandé des systèmes de marquage des œufs. Il faut aussi avoir un œil attentif sur les filières de valorisation, les contrats possibles pour les repreneurs. Donc on peut rechercher de quelle manière augmenter la valeur ajoutée, tout en pesant bien les choses en fonction, en comparant les plus-values espérées par rapport aux exigences supplémentaires. Enfin, on peut suivre l'évolution des marchés aux différentes échelles. Donc en porc, ça va être carrément l'échelle mondiale, pour aller jusqu'aux échelles locales, en regardant par exemple ce qui se met en place aujourd'hui au niveau des plans d'alimentation de territoire. Merci Sylvie. Christian, au niveau des exploitations bovines, sur quel point, selon toi, il faut être attentif pour transmettre son exploitation? Ouais, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, Annette. Bon, je vais essayer de jouer à cet exercice-là. Avant tout, je pense qu'il faut être serein. C'est le jeu de l'offre et de la demande. On peut retrouver comme des facteurs similaires à ce qui vient de vous être présenté en production porcine et avicole. Mais la spécificité aux productions bovines, c'est son lien indissociable avec le foncier. Le premier argument à travailler est l'assise foncière, qui est la base de votre outil de production. Il va de soi qu'un parcellaire groupé, permettant au repreneur, s'il le souhaite, d'exploiter l'herbe, est un atout indéniable. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres moyens pour accroître l'accessibilité de vos surfaces. Je pense notamment aux boviducs, aux chemins. Même s'ils ne sont pas mis en œuvre pour le moment sur votre exploitation, vous pouvez évoquer ces différentes possibilités avec le futur repreneur. Un autre point sur le foncier, c'est qu'il faut rassurer le repreneur sur la pérennité du foncier, c'est capital, et souvent la location des surfaces est grandement facilitante lors des reprises. Sur le potentiel agronomique et fourrager, là aussi, il faut être clair sur les rendements facilement atteignables. La vigilance doit être de mise pour préserver la fertilité, la qualité des prairies. Alors, faire des impasses sur des amendements, sur de la fumure ou baisser le niveau de renouvellement des prairies, c'est pas forcément ce qui est conseillé pour la reprise. Mais je dirais que en étant éleveur de bovins, vous êtes éleveur et votre capital essentiel, avant tout, c'est votre troupeau que vous avez sélectionné tout au long de votre carrière afin qu'il soit adapté à votre situation pédoclimatique et à votre système. Il est primordial d'en conserver tout son potentiel en disposant de suffisamment de génisses sans avoir de trous dans les générations. On peut donner un repère de 25 à 30% de taux de renouvellement. Il ne faut pas oublier non plus d'éliminer les vaches à problème, celles qui ont des leucocytes, celles qui ont du mal à marcher, celles qui ont un peu trop de caractère. Vous les connaissez, vous arrivez bien à les identifier, mais pour le repreneur, ce sera plus difficile. Et il faut partir d'un adage, on s'imagine plus facilement reprendre un troupeau qui vient vers vous plutôt que quand il s'éloigne en courant. Autre point que je voudrais mettre en exergue, c'est le sanitaire. Alors en Bretagne, on a la chance d'avoir un territoire d'excellence sanitaire, donc il ne faut pas hésiter à communiquer sur la situation de votre troupeau. Il y a des protocoles sanitaires mis en place par le GDS. J'attire votre attention sur le fait que pour certaines maladies, comme la paratuberculose, la BVD, l'éradication peut prendre plusieurs années. Donc, il faut bien anticiper pour pouvoir bénéficier des qualifications. Un autre facteur, c'est le bâtiment. Alors, bien sûr, vous n'allez pas construire des bâtiments pour le futur repreneur, mais en soignant les abords, un bâtiment même vétuste peut séduire s'il est propre, s'il est bien ordonné. Quelquefois, un petit coup de Karcher pour enlever la poussière est très efficient. On a évoqué aussi en production porcine et avicole la conformité vis-à-vis des réglementations environnementales. C'est aussi vrai en élevage bovin. Ça concerne les déclarations de l'élevage, les plans d'épandage, mais aussi les capacités de stockage. J'attire votre attention sur l'étanchéité des fosses qui ont été construites il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui peuvent poser problème.
Un autre facteur qui est très sensible pour les futurs repreneurs, c'est le volume de travail. Alors, il vous faut être factuel sur le temps de travail que vous consacrez aux différentes tâches, la traite, l'alimentation. Mais vous pouvez aussi évoquer les possibilités d'amélioration, même si vous les avez pas mis en œuvre sur votre exploitation pour l'instant, comme la présence, par exemple, d'une cumade de distribution sur la commune, les possibilités de moduler les horaires de traite ou de simplifier l'alimentation des jeunistes. C'est pas parce que vous le faites pas qu'il faut pas en parler. Un point qui me semble aussi essentiel, c'est d'avoir une communication positive sur vos débouchés, sur de vos produits, la solvabilité de vos clients, le fait qu'ils payent régulièrement, qu'il y a des segmentations potentielles au sein de leur entreprise. Ça permet aux jeunes de se projeter. Et dans cet objectif, on peut aussi aborder avec lui les évolutions de son exploitation, robotisation, accroissement du pâturage, peut-être aussi du potentiel en termes de vente directe, s'il y a des débouchés de proximité. Alors que pour résumer, si Annette, tu peux passer la 3e diapo. Merci. Vous avez travaillé pendant des années pour construire votre exploitation, pour bâtir un système cohérent. Ça repose sur un parcellaire permettant un système d'alimentation performant pour satisfaire les besoins de votre troupeau. Vos équipements, bâtiments, matériels sont dimensionnés par rapport à votre troupeau, à votre surface, et sont aussi en adéquation pour répondre à vos objectifs en termes de revenus, en termes de temps de travail. C'est cette cohérence de votre système de production qu'il faut mettre en avant et faire valoir. Voilà. Bien sûr, il faudra peut-être aussi accepter quelquefois que votre exploitation serve de support à d'autres types de production, ou qu'elle évolue vers d'autres orientations. Je peux penser au bio, au circuit court, mais aussi quelquefois des notions de changement de race. Voilà les arguments que je voulais mettre en avant pour transmettre au mieux votre exploitation aux productions bovines. Merci Christian. La transmission se prépare bien en amont de la retraite. Elle se prépare sur le plan technique au niveau de l'exploitation avec les adaptations autour des moyens de production, des installations, du foncier, avec le maintien en état des outils, des performances techniques et économiques, etc. La transmission peut aussi se préparer en faisant la démarche d'aller vers des repreneurs potentiels. Nous écoutons Jacques et Tommy qui se sont associés 5 ans avant le départ en retraite de Jacques. Donc c'est une vidéo qui a été préparée par Marion Claquin, animatrice JA Bretagne. Donc on va voir cette vidéo ensemble. Oui, bonjour, Jacques Déniel à Plabennec. Je suis agriculteur depuis à peu près 35 ans. J'ai travaillé avec mes parents, avec un frère ensuite. Et puis l'âge avançant et en recevant des stagiaires, je me suis dit qu'un jour peut-être un des stagiaires qui passe à l'exploitation pourrait s'installer avec moi. Voilà. Donc on a aujourd'hui 110 hectares environ, 27-28 hectares de pommes de terre, une trentaine d'hectares de maïs, une 20-25 hectares de céréales et le reste c'est de l'herbe. Donc voilà l'idée de la transmission, elle nous est venue parce que Tommy est venu en stage chez nous pendant ces années BTS. Et puis mon idée, ça a été depuis longtemps d'installer un jeune avec moi, donc il va vous présenter son installation maintenant. Tommy Herzik, donc moi j'ai 23 ans, je me suis installé le 1er juillet 2021 sur l'exploitation de Jacques. J'ai remplacé un de ses salariés qui partait à la retraite en m'installant, en reprenant 50% de l'exploitation. Donc on a 4-5 ans à faire ensemble avant que Jacques prenne sa retraite. On produit aussi du lait sur l'exploitation, on produit 700 000 litres de lait avec 90 laitières. Et pour moi, mon but à terme, c'est de reprendre l'exploitation de Jacques progressivement. Ça permettait aussi de prendre la main sur l'exploitation, de ne pas être seul du jour au lendemain et d'apprendre toutes les ficelles du métier. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour Jacques? Qu'est-ce que tu as mis en place sur l'exploitation? Le côté financier, tout ça peut-être Alors on a fait un choix un peu particulier. Je m'étais dit que si on installait un jeune, on allait l'installer dans des bonnes conditions financières. Donc après avoir fait l'évaluation de l'exploitation, qui était faite par un professionnel, on en a discuté ensemble. Et à partir du moment où la valeur a été acquise, on a fait un choix particulier en fait, pour ne pas que Tommy ait des prêts privés sur le dos. On a
fait le choix d'endetter l'exploitation. Et du coup, Tommy démarre avec un apport initial de 7 500 € en prêt. Il apporte aussi toutes les aides qu'il peut avoir, dont surtout la DGA. Et puis voilà, on démarre avec ça. On sait très bien qu'à mon départ en retraite, ça sera peut-être plus compliqué parce que là, effectivement, il va falloir reprendre l'ensemble des parts. Moi, j'espère et c'est un petit peu une idée commune, qu'on retrouvera un apprenti qu'on va former pour l'heure de mon départ, parce que l'exploitation, elle est viable à 3 personnes. Et puis, on la développe, on fera un développement raisonné, je veux dire, parce que déjà, il y a du boulot. Donc, on a 2 ou 3 projets dans les soutes qu'on va essayer de mener à bien maintenant. Marion, je te laisse la parole si tu veux donc apporter des compléments par rapport à cette expérience. Oui, du coup, bonjour tout le monde. Donc, comme on l'a entendu, là, Tommy et Jacques, l'accueil des stagiaires, en fait, sur son exploitation, du coup, ça permet de se constituer aussi un carnet d'adresses pour les repreneurs, avec des repreneurs du coup potentiels. Donc, l'embauche de salariés, c'est aussi une autre voie d'action, on va dire. Et voilà, donc un cédant et le futur repreneur peuvent s'associer comme ils ont fait, donc comme on le voit là dans la vidéo, donc avec Tommy et Jacques qui s'associent pendant 5 ans avant le départ de Jacques. Donc c'est un départ progressif, on va dire. C'est une installation aussi, enfin c'est pas une installation progressive, mais c'est une association du coup avant une cessation d'activité. Donc il y a quand même de gros enjeux, notamment sur le plan humain, du coup, voilà, parce qu'il faut aussi du coup que et le cédant et le repreneur du coup s'accordent bien sur les 5 ans, voilà, sur les 5 ans d'association. Voilà, donc aussi pour ça il y a aussi du coup tout ce qui est accompagnement au moment de l'installation, avec notamment des formations comme s'associer, voilà, les bases pour une bonne association et ce genre de choses. Et en fait, il faut bien que les deux, le cédant et le repreneur, soient bien OK et soient bien d'accord en fait sur les objectifs de chacun, la responsabilité aussi de chacun en fait dans l'exploitation. Voilà, du coup c'est donc l'installation, on sait aussi que pour le jeune, du coup c'est un enjeu financier. C'est un enjeu financier, du coup il faut acquérir du coup une partie de l'actif de l'exploitation qui permet de faciliter l'arrivée du jeune, donc comme a précisé du coup Jacques dans la vidéo. Mais il faut aussi anticiper, et ça le plus tôt et le mieux, du coup c'est la gestion des comptes courants d'associés. Du coup sur la période d'association, donc sur les 5 ans en l'occurrence dans cet exemple, qui doit être du coup réaliste et cohérente avec les résultats économiques et financiers de l'exploitation, quoi. Donc l'aménagement de la répartition du résultat aussi entre associés et avec notamment du coup une rémunération du travail voilà, qui peut être aussi adaptée entre le cédant et le repreneur, quoi, entre les deux associés. Merci Marion. Certes, le cédant est l'acteur majeur de la transmission de son exploitation, mais cette étape en fin de carrière est parfois complexe à mener. Après avoir travaillé 40 ans, il peut être difficile de tourner la page et de rentrer dans les démarches de recherche de repreneurs. Réfléchir à la transmission avec l'aide d'un groupe est une piste pour trouver des ressources et ainsi plus facilement s'engager dans son projet de transmission. Dans la région de Pontivy, un groupe de cédants s'est constitué. Christophe, peux-tu nous le présenter? Oui, donc le groupe s'appelle Je transmets ma ferme, le Résagri Pays de Pontivy. L'idée, c'était de mettre en place un collectif il y a 7 fermes et 11 agriculteurs. Donc les 11 agriculteurs se retrouvent régulièrement pour échanger. Petit à petit, il y a une confiance et un esprit de groupe qui s'est mis en place et une certaine solidarité. L'idée, c'était de profiter d'être en groupe pour faire des jeux de rôle et revenir sur ces jeux de rôle régulièrement. On s'est rencontrés 8 fois depuis juin 2020. Ils ont rencontré aussi des étudiants qui sont en licence professionnelle management des exploitations agricoles, donc 2 fois 2 groupes de 4 élèves qui ont expliqué eux leurs projets. Et il y a eu un peu une confrontation entre les cédants et les étudiants, confrontation positive, hein, mais pour bien voir comment on peut être à l'écoute en fait
des jeunes qui vont s'installer et qui, eux, avaient tous déjà des projets en place. On a aussi rencontré les collectivités locales pour parler marketing territorial, c'est le terme employé par les collectivités, c'est-à-dire pour parler en fait d'attractivité du territoire. Là, en l'occurrence, on est sur un territoire centre-Bretagne où l'attractivité, notamment de jeunes actifs en couple, est parfois plus compliquée. Les gens se posent la question que va faire mon conjoint ou ma conjointe. Les gens se posent la question est-ce qu'il y a de la culture, est-ce qu'il y a suffisamment de crèches, d'écoles, de collèges, de lycées, etc. Donc on a abordé avec les collectivités locales comment elles font pour parler de ce sujet-là à l'extérieur, hein, et on a travaillé ensemble sur comment on peut mettre en avant à la fois la commune, s'il y a des communes dynamiques, et la proximité des services, quels qu'ils soient. Enfin, on a travaillé sur des scénarios de petites vidéos. Et chaque cédant ou chaque couple, quand c'est des couples, ont travaillé sur un scénario. J'insiste là-dessus, c'est eux qui ont écrit leur scénario. On leur a fourni en fait un cadre vierge dans lequel il fallait qu'ils remplissent pour chaque séquence à la fois qu'est-ce que je veux dire, comment je vais le dire, qu'est-ce qu'on va filmer, qu'est-ce que je veux qu'il s'affiche sur la vidéo, etc. Et enfin, il y a eu un enregistrement d'une vidéo par ferme. Donc à ce jour, il y a 5 vidéos qui sont sur la page Facebook qui s'appelle « Je transmets ma ferme ». Donc il y a 5 vidéos en place et il y en a 2 qui sont en cours de montage en ce moment et qui seront mises en place autour du 10 décembre. Voilà, j'ai travaillé bien sûr avec Laurence Chaise, conseillère transmission, donc je vais lui passer la parole, elle prend le relais sur... Oui, merci Christophe. Donc Laurence, peux-tu... Vas-y Laurence, tu peux nous expliquer comment... Je poursuis par les évolutions identifiées dans la posture des cédants du groupe « Je transmets ma ferme ». Excuse-moi Annette, je t'ai coupé. Hein. Alors, tout d'abord, retrouver la passion du métier. Avec la rencontre d'étudiants en cours d'installation, le groupe de cédants décourageait plutôt à s'installer, car le métier est usant et qu'il y a de plus en plus de contrôle. Les jeunes, eux, quittaient un emploi avec des vacances et parfois bien rémunérés, mais dont ils avaient fait le tour. Ils disaient vouloir s'installer par passion. Pour retrouver cette passion, les cédants ont ensuite échangé sur ce qui les a amenés à ce métier, ce qui leur a plu pendant leur carrière. Puis, gagner en assurance. On commençait chaque réunion par un tour de table avec la promesse de vente. C'est un terme de marketing. Il s'agit de présenter son exploitation en commençant par une caractéristique que le candidat risque de ne pas trouver ailleurs. Il a été prouvé que c'est ce qui est dit en premier qui est le mieux retenu. Cela a permis aux participants de se dire « D'accord, il y a beaucoup d'exploitations sur le marché, mais la mienne se démarque de cette manière. » Et ensuite, se serrer les coudes. Gagner en assurance. Par exemple, pour résister à des propositions de prix indécentes. Un candidat a proposé la moitié du prix de l'hypothèse la plus basse des évaluations d'un participant du groupe. Tout le groupe l'a encouragé à ne pas céder à sa menace. Tu dois accepter ma proposition, car tu ne trouveras pas d'autres candidats que moi. Il s'agit d'une transmission en port standard. Même les personnes du groupe en bio et vente direct ont trouvé la proposition du candidat indécente. Je termine avec quelques résultats concrets de membres du groupe que l'on a rencontrés en individuel après. Oser communiquer. En revenant d'une réunion du groupe, un cédant a proposé sa ferme à sa salariée. Depuis, elle a demandé un entretien de projet à la chambre. Un autre est en démarche avec un candidat qui a vu sa vidéo sur Facebook. Ne pas se décourager. Il y avait plusieurs participants en port standard dans le groupe. Comme il y a peu de candidats, le fait de se rencontrer leur a permis de se sentir moins seul. Un cédant a su rebondir. Il a eu une négociation avec un candidat qui n'a pas abouti. Il en a conclu que sa ferme n'était pas transmissible. Il s'apprêtait, à regret, à céder sa terre et ses poulaillers pour du stockage à un agriculteur voisin. En échangeant avec les autres, il s'est aperçu qu'il aurait dû communiquer plus. Et effectivement, il y a eu une installation avicole chez lui. Le groupe est en train de poursuivre en expérimentant le coaching et la négociation. Nous nous entraînons ensemble à la négociation. Pour le moment, nous en sommes à la partie exploration, c'est-à-dire chercher à savoir ce que veulent les partenaires et les candidats. Un couple de cédants a testé une réunion de négociation et va débriefer ensuite en coaching.
Si ce groupe est passionnant, c'est qu'il vient de la base. Une participante à une formation en transmission animatrice de RESAGRI l'a demandé. Il y a suffisamment de confiance pour tester ensemble. Merci pour votre attention. Merci Laurence. Et merci à vous tous pour toutes ces présentations et les témoignages que vous avez apportés et construits. Nous avons évoqué quelques leviers pour améliorer l'attractivité d'une exploitation. Ce n'est pas exhaustif. D'autres pistes sont possibles, comme la transmission des exploitations en différents lots, pour des exploitations à plusieurs sites par exemple, ou la transmission des bâtiments fonciers pour permettre une autre production, ou la location des terres, etc. En fait, la réussite d'une transmission reprise se joue sur plusieurs dimensions. Pour un bon passage de relais, il faut à la fois l'exploitation permettant à un projet viable de se mettre en place et une rencontre entre le cédant et le repreneur où chacun s'engage dans son projet et dans une relation gagnant-gagnant. Nous allons maintenant prendre le temps de répondre aux questions posées par l'assistance. Rosemary, est-ce que tu peux nous relayer les questions que tu as pu recevoir? Oui, merci Annette. Voilà, donc des questions assez courtes par rapport à l'échange parcellaire. La première intervention d'Emmanuel Le Duris. Comment cela se passe quand les surfaces échangées sont différentes? Je te laisse la parole, Emmanuel. Oui, alors si c'est un échange à surface inégale, donc il y a deux réponses. Alors, ça pose pas de souci si c'est en dessous de 3 hectares, dans la mesure où, à partir de 3 hectares, on peut considérer au niveau schéma régional des structures que c'est un agrandissement. Donc ça, c'est une première chose. Donc, il faudra voir la différence de surface et par rapport aux différences de surface, sinon c'est une soulte qui vient répondre en fait à cette différence de surface. Une soulte, c'est un paiement en fait chez le notaire. Il y en a un qui aura plus de surface, l'autre qui aura plus d'argent. Et puis après, il faut voir aussi les incidences en termes de DPB. Mais ça se fait et on est là aussi pour vous accompagner et trouver la solution la plus opportune. Voilà. Merci. Est-ce que tu as une autre question, Rosemary? Oui, Annette, si tu me laisses le temps, pas de souci. A été envoyé en message une question pour Sylvie. Pour passer un bâtiment volaille-cher avec un parcours en AB, quelles sont les principales modifications à faire, Sylvie, s'il te plaît? Il va déjà falloir, avant d'engager ces travaux-là, vérifier qu'il y a bien une filière de valorisation en fait, avec un cahier des charges qui nécessite un parcours. Ensuite, il faudra voir quelle est la densité à mettre en place sur le parcours, à la fois au niveau réglementaire et au niveau du cahier des charges. À partir de là, il faudra voir comment clôturer le parcours. Et puis sur le bâtiment, il y aura des modifications, il y aura des trappes à mettre en place, peut-être un trottoir béton sur le côté et un conseil en ventilation pour voir si, avec la modification apportée, la ventilation est toujours adaptée ou s'il faut la modifier. Voilà. Merci. Une dernière question, Rosemary? Alors, oui, alors une dernière, mais juste un petit point d'un message que je viens de recevoir. C'est juste une annotation d'un agriculteur. Donc, il n'y a pas de secret. Les solutions, on les trouve en groupe, même si chaque reprise a ses spécificités. Je trouve que ça résumait quand même vos interventions. Et donc, une autre question pour Christian, si c'était possible. Vous avez parlé de l'étanchéité des fosses. Comment sera-t-elle mesurée par qui, Christian, s'il vous plaît? Réunion va prendre fin dans 10 minutes. Excusez-moi, je n'avais pas rouvert mon micro. Tu peux me répéter la question? Oui, en fait, par rapport à l'étanchéité des fosses, les contrôles des fosses dans le cadre d'une transmission, comment, pour soit un repreneur ou un cédant, comment on peut, par qui en fait, et comment est-elle mesurée en fait l'étanchéité des fosses? Oui, donc pour l'instant, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais donc c'est en projet dans les nouvelles réglementations environnementales. Donc pour tout ce qui concerne les bassins versant algues vertes, ça devrait être obligatoire ce contrôle d'étanchéité à partir de 2024. Et pour les bassins
moins prioritaire, ce serait à partir de 2026. Et il est stipulé qu'il faudra faire appel à des entreprises spécialisées pour contrôler l'étanchéité de ces fosses. Donc j'ai du mal à répondre pour l'instant de manière très aboutie, dans le sens où c'est une réglementation qui est en cours de négociation. D'accord. Merci. Donc là, le temps imparti pour notre conférence va être écoulé. Merci à vous tous pour votre participation. Juste un petit rappel, le prochain rendez-vous pour le webinaire, le dernier webinaire, c'est demain, donc à 13h15, sur le sujet « Cédants et repreneurs, mettre en place une relation gagnant-gagnant ». On a aussi donc une rencontre en présentiel prévue donc vendredi prochain, le 3 décembre à l'Ermitage, salle Le Mahout, donc en après-midi de 13h30 à 16h30. Et enfin, donc vous pourrez retrouver les webinaires en replay et les diaporamas des webconf. Nous allons vous les envoyer donc à toutes les personnes qui ont pu participer. Et on présente nos excuses pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés en première partie notamment. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc les informations sont sur notre site www.transmissionenagriculture.com et bon après-midi.